Donc, on revient là, pour notre dernière conférencière de la soirée, qui est Madame Isabelle Taillon, qui est pharmacienne à l'Institut universitaire de cardio et de pneumologie de Québec, qui est affiliée à l'Université Laval. Donc, une courte présentation là, concernant la conférencière. Elle a effectué un bac en pharmacie à l'Université de Montréal, puis une maîtrise en pharmacie hospitalière là, qui s'est complétée en 1996. Elle est présentement chef adjointe au département de pharmacie de l'institut que j'ai mentionné. Puis elle a un intérêt important là, pour les anticoagulants et les antiplaquettaires dans le contexte de la cardiologie. Et son champ d'intérêt aussi, c'est la réorganisation des soins pharmaceutiques. Elle est impliquée à plusieurs niveaux là, en formation au département de kinésiologie de l'Université Laval avec les étudiants à la faculté de pharmacie, mais aussi avec les résidents de la faculté de pharmacie. Donc, sans plus tarder, le titre de sa présentation, anticoagulant direct chez les populations vulnérables, comment gérer l'anticoagulation autour des petites procédures. Donc, je vous laisse la parole, Madame Taillon. Merci beaucoup. Donc, bonsoir tout le monde. Il me fait plaisir là, ce soir là, de discuter avec vous là, de l'anticoagulation, comment gérer l'anticoagulation autour des petites procédures. Donc, je suis votre dessert ce soir. Donc, la dernière présentation, vous allez voir, c'est peut-être un petit peu plus léger comme présentation parce que ce soir, je vais vous présenter là, les résultats des travaux régionaux qu'on a fait sur le territoire de la capitale nationale. Donc, ce que je vous présente ce soir reflète la pratique qu'on est en train d'instaurer là, sur notre territoire. Donc, on a essayé d'uniformiser notre pratique autant à l'UCPQ, au CHU de Québec et également là, au CIUS de la capitale nationale. Et tout ça dans le cadre de travaux réalisés au comité régional en anticoagulothérapie. Description, là, c'est un comité qui est un sous-comité en fait là, du CRSP, le comité régional sur les services pharmaceutiques. Son mandat est d'établir la trajectoire de soins optimale pour les patients anticoagulés sur notre territoire. Et le comité est composé là, de pharmaciens qui œuvrent autant là, dans le milieu communautaire qu'en établissement de santé, de médecins spécialistes qui représentent nos trois établissements et qui principalement là, en hémato, en médecine interne et en cardiologie, de médecins de famille. Là, il y a une petite erreur, là, il y a 2 médecins de famille qui siègent sur le comité et d'infirmières GMF. Donc, au niveau de mes conflits d'intérêts, dans le fond, ils reflètent là, mes principaux champs d'intérêt là, au niveau des antiplaquettaires et des anticoagulants, tels que mentionné en début de présentation. Je suis également là, collaboratrice principale au guide AOD, mais sachez toutefois là, que les collaborateurs et moi, on ne reçoit pas d'honoraires par contre là, pour la révision de ce guide-là, qui devrait normalement, on a un petit peu de retard en raison de la pandémie actuelle, mais normalement, le guide devrait être rendu disponible au début 2021. Donc, on sera rendu à la version 3.0 du guide. Alors, les objectifs, c'est de connaître nos outils régionaux qu'on a développés et aussi d'appliquer l'ordonnance avec 2 petits cas cliniques. Donc, avant de travailler sur des outils régionaux, on a fait des audits autant à l'ICPQ qu'au CHU de Québec et on s'est rendu compte que les patients n'étaient pas pris en charge au bon moment. Et je suis convaincue que nos constats sont probablement les mêmes qu'on peut voir là, à la grandeur du Québec. Donc, malheureusement, ça fait en sorte que les procédures peuvent être retardées ou réalisées sans l'arrêt optimal de l'anticoagulothérapie. L'autre chose aussi importante, c'est que nos patients, vous le savez, c'est des patients vieillissants. Souvent, la médication est gérée, l'anticoagulo est géré par le pharmacien communautaire ou si c'est un AOD, ben, l'AOD est mis en dispile. Alors, souvent, le pharmacien n'est pas inclus dans la boucle, n'est pas avisé et l'arrêt de l'anticoagulant ne se fait pas de façon optimale. L'autre chose, les patients ne sont pas pris en charge malheureusement par la bonne personne. Souvent, ben, l'information va être donnée par une agente administrative ou une secrétaire. Elle a un tableau qui est collé sur son babillard, puis elle va transmettre l'information au patient. Et malheureusement, aucune information là, est traçable en fait, toutes les consignes ne sont pas traçables dans les dossiers médicaux. Donc, c'est difficile de faire un suivi de ce côté-là.
Ou si ce n'est pas la secrétaire qui donne l'information, ben, à ce moment-là, on dit au patient, appelez votre médecin de famille, il va vous dire quoi faire. Mais le pauvre médecin de famille, ben, c'est sûr que il fait ça de bonne foi, mais c'est sûr qu'il n'y a pas tous les outils nécessaires là, pour bien déterminer le risque de saignement inhérent à chaque procédure. Donc, ça fait une pratique qui n'est pas très uniforme, malheureusement. Alors, ce que ça a entraîné, c'est qu'on a eu des événements de saignement qui auraient pu être évités, qui ont été répertoriés, notamment en raison d'une reprise trop précoce de l'anticoagulant. Mais à l'inverse, on a eu aussi des événements de thrombose qui ont été répertoriés, notamment un AVC puis une embolie pulmonaire. Et dans le fond, pourquoi? Entre autres, c'est que le pharmacien ou le médecin de famille n'a jamais été avisé de l'arrêt de l'anticoagulant. Donc, la reprise s'est faite de façon très tardive. On a vu des reprises d'AOD là, 7 à 10 jours post-arrêt de l'anticoagulant. Donc, ça a été catastrophique. Et l'autre chose, bien, vous le savez, hein, il y a des procédures qui peuvent être retardées. Donc, les patients sont, l'anticoagulant est arrêté et la procédure est retardée, puis le patient n'est pas avisé de ce qu'il doit faire jusqu'à sa nouvelle date de procédure. Fait que bien souvent, le patient ne reçoit aucun anticoagulant pendant cette période-là. Donc, on a révisé tout ça et on a déterminé une trajectoire optimale du patient là, qui doit nécessiter un arrêt de son anticoagulant avant une petite procédure, mais aussi une intervention majeure. On a développé des outils autant pour les AOD que pour le Coumadin. Ce soir, on parlera, je vais vous présenter les outils pour les AOD. Les outils qui sont disponibles dans le GDF là, de tous les établissements de santé, donc CHU, ICPQ et CIUS de la capitale nationale. Et les mêmes outils sont également disponibles dans les DME, là, donc au niveau des GMF. Donc, pour les AOD, c'est une feuille recto-verso qui comprend beaucoup d'informations. On a aussi des annexes là, qui vont nous aider à déterminer les risques thromboemboliques et les risques inhérents de chaque procédure. Donc, il faut s'approprier, je vous le donne, là, il faut s'approprier nos outils, mais une fois que le prescripteur aura complété l'outil à quelques reprises, ça va quand même très rondement, puis ça, comme je vous le mentionne, ben, ça uniformise quand même beaucoup notre pratique. Donc, il y a 3 étapes. Le prescripteur qui réfère son patient pour une procédure doit déterminer son risque thromboembolique, doit estimer son risque hémorragique en fait, pas suite, mais à l'aide d'un tableau là, décisionnel. Et chacun des risques inhérents ont été évalués par l'ensemble là, des spécialistes du territoire de la capitale nationale. Et enfin, le spécialiste qui va faire la procédure devra, lui, quant à lui, statuer sur le risque réel de saignement après la procédure. Alors, 2 cas cliniques pour mettre tout ça en place. Premier patient, un patient de 66 ans sous Xarelto pour de la FA. Donc, FA de Chad 1, seul antécédent, là, hypertension. Fonction rénale quand même, somme toute, adéquate, 55 ml par minute. Il est référé par son médecin de famille en pneumo à l'ICPQ pour une investigation là, d'un néo du poumon. Le pneumologue demande une bronchoscopie quand même très rapide, donc le 4 décembre, et il y a forte possibilité de biopsie. Alors, qui devra statuer sur la conduite à suivre pour l'arrêt du Xarelto? Combien de temps on va l'arrêter et à quel moment on devra le reprendre? Alors, pour ce qui est de l'arrêt, est-ce que c'est au médecin de famille qui, dans notre trajectoire qu'on est en train de déployer, est-ce que c'est le médecin de famille qui doit être appelé pour déterminer l'arrêt? Donc, la réponse est non. Est-ce que c'est le cardiologue qui a prescrit le Xarelto pour la FA? La réponse est non aussi parce que ce n'est pas eux qui demandent l'examen. Donc, ça va être au pneumologue de compléter l'ordonnance. Donc, le pneumologue qui va devoir statuer sur l'arrêt de l'AOD et aussi qui va devoir encadrer la reprise. Et je ne vous cacherai pas que cet élément-là d'encadrer d'avance la reprise, c'est sûr que les gens ne sont pas tous confortables et je le comprends très bien. Par contre, sachez notamment, entre autres, pour le Coumadin, toute l'organisation de la reprise de l'anticoagulant, c'est quand même complexe avec les tests d'INR, avec les injections d'héparine de faible poids. Donc, on a convenu qu'il était préférable de déterminer à l'avance comment reprendre en fonction de risques inhérents de saignement. Mais c'est sûr, et c'est là le nœud de la guerre, c'est que le pneumologue qui va réaliser la bronchoscopie devra statuer, lui, sur le risque réel de saignement.
Alors, notre ordonnance ressemble à ça. On va revoir chacune des sections. Donc, la procédure, c'est une bronchoscopie pour le 4 décembre avec la fonction rénale. On doit évaluer le risque thromboembolique. Donc, on l'a mentionné tantôt en début, c'était une FA de CHADS peu élevée, donc un CHADS 1. Donc, c'est un risque faible à modéré. Ensuite de ça, on doit évaluer le risque hémorragique inhérent à la procédure, donc les pneumologues. En fait, vous voyez ici notre annexe d'évaluation du risque hémorragique. C'est une liste qui est non exhaustive. C'est une liste qui a été élaborée, comme je le mentionnais, suite à une revue exhaustive de la littérature, mais aussi suite à des multiples consultations auprès des spécialistes. Alors, c'est vraiment très pratique local. Donc, c'est sûr que ça peut différer un petit peu là, d'un site, en fait, d'un centre à l'autre. Alors, pour notre patient, on a une bronchoscopie prévue avec biopsie, donc c'est un risque modéré. Alors, on est rendu à compléter le verso de l'ordonnance. Alors, encore là, si on le prend section par section, on est en présence d'un risque modéré. Le patient est sous rivaroxaban, clairance à plus de 30 ml minutes. Alors, son dernier jour de traitement, c'est le jour -3, donc le 1er décembre. Et tout de suite, on va statuer la reprise. Donc, pour un risque modéré ou élevé, on parle d'une reprise 2 jours plus tard, soit le 6 décembre. Mais je réitère que le risque réel devra être statué par le spécialiste qui va faire la procédure. Alors justement, dans notre exemple, si le pneumologue effectue sa bronchoscopie, il fait une biopsie, tout s'est bien déroulé, donc il va compléter l'ordonnance de poursuivre la conduite qui a été établie initialement. Cette ordonnance-là va être faxée à la pharmacie et une copie va être mise au patient en cas de sécurité et le patient va être vraiment avisé qu'il doit contacter rapidement son pharmacien. Même cas, mais le pneumologue effectue une bronchoscopie, mais ne fait pas de biopsie, donc le risque devient beaucoup plus faible, le risque de saignement. Alors, le pneumologue dit que on peut débuter le Xarelto, donc le reprendre le soir même. Il va compléter la même ordonnance en annulant la conduite initiale et en indiquant une reprise plus précoce du Xarelto. Maintenant, pour terminer, un dernier cas clinique. Cette fois-ci, c'est un patient de 75 ans, sous Eliquis 5BD pour de la FA encore une fois. Par contre, c'est un patient qui est suivi à la clinique d'insuffisance cardiaque et lors de la visite, on a une hémoglobine à 85. C'est un patient là, avec plus d'antécédents, donc hypertension diabétique et une insuffisance rénale là, avec une clairance autour de 25-30 ml minutes. Donc, le cardiologue de la clinique réfère le patient, donc demande une coloscopie pour évaluer la chute de l'hémoglobine. La coloscopie est prévue le 16 décembre. Donc, les mêmes questions. Qui va statuer sur la conduite et combien de temps on va arrêter l'héliquis et le reprendre? Donc, ici, qui devra statuer un peu comme tantôt? Donc, est-ce que c'est le médecin de famille? La réponse est non. Est-ce que c'est le cardiologue qui a initié l'héliquis pour de la FA? Non plus, parce qu'encore là, une fois, ce n'est pas un de ces deux-là qui a demandé l'examen. Est-ce qu'on doit référer à un interniste ou à un gastro-entérologue? Donc, pour la plupart des cas, ce n'est pas nécessaire de référer à un autre spécialiste et ça facilite aussi, là, ça optimise en fait là, la trajectoire parce que plus qu'on multiplie les spécialistes, évidemment, plus il peut y avoir des retards là, pour l'examen. Nos outils qu'on a développés sont assez quand même complets et c'est certain, par contre, que si on avait un patient à très, très haut risque thromboembolique ou de saignement, bien là, oui, effectivement, là, la référence est de mise. Donc, ce sera le cardiologue qui va statuer sur l'arrêt, donc le même principe. La coloscopie qui est prévue, donc, on se rappelle, pour le 16 décembre. Alors, pour ce qui est du risque thromboembolique, donc là, est-ce qu'on situe FA à faible ou risque ou à risque élevé? Donc, risque élevé, la littérature donc, indique que lorsque le CHADS est à 4, plus grand ou égal à 4, et sur notre annexe décisionnelle, on indique le CHADS. Donc, pour notre patient, on a un CHADS 4 ici. Alors, c'est un risque élevé. Sachez pour les risques élevés, même si c'est un risque élevé, on n'a pas besoin d'un pont avec une héparine de faible poids, donc il n'y a pas de bénéfice à donner ça et aussi on augmente nos risques de saignement.
Et un même patient, par exemple, qui serait à très haut risque thromboembolique, qui ne serait pas nécessairement anticoagulé pour de la FA, mais qui aurait fait récemment un événement, ben là, c'est de bonne guerre là, de discuter avec le médecin qui va faire la procédure pour établir le meilleur moment pour effectuer la procédure. Donc, même, est-ce qu'on peut, en fait, retarder un peu la procédure, puis comment on doit arrêter l'AOD. Alors, maintenant, on doit spécifier sur le risque hémorragique. Alors, au niveau du secteur de la gastro-entérologie, la coloscopie, peu importe si on fait une biopsie ou pas, on l'a dans les gastro-entérologues là, de la grande région de Québec ont statué que le risque serait élevé. Donc, on ne veut pas prendre de chance, pardon, on veut que le patient soit bien désanticoagulé pour qu'on puisse faire la procédure de façon sécuritaire. Et je vous rappelle que si de toute façon, il n'y a pas de polypectomie ou de biopsie, ben, le gastro-entérologue pourra reprendre l'anticoagulant plus rapidement. Alors, au niveau de la prescription, le temps file, mais il me reste à peu près maximum 1 minute 30. Donc, au niveau de la prescription, je vous rappelle, on est en risque élevé ici, hémorragique élevé. On a de l'apixaban avec une fonction rénale altérée. Donc là, le prescripteur va déterminer si on arrête au jour -3 ou -4. Comme le patient est quand même à haut risque thromboembolique parce qu'il y a un effet de haut niveau, c'est de bonne guerre là, d'indiquer que le dernier jour de traitement serait le jour -3. Et on réitère la reprise, donc 2 jours plus tard. Alors, en gastro-entérologie, donc la procédure se passe bien. On fait juste une coloscopie, on ne fait pas de biopsie. Donc, le gastro-entérologue va déterminer de devancer la procédure, le schéma de reprise. Alors, il va en faire la prescription, mais à l'inverse, si, par exemple, le gastro-entérologue fait une procédure, il enlève plusieurs polypes, ça saigne et tout, bien là, à ce moment-là, il va même non seulement demander que ce soit 2 jours de reprise, mais même il va décaler d'une journée supplémentaire là, en raison du risque de saignement élevé. Alors, ça complète pour les 2 cas que je voulais vous présenter. C'est sûr qu'il y a d'autres procédures qui sont à des plus petites procédures, entre guillemets, donc qui sont à risque négligeable de saignement. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas d'arrêt du tout de l'AOD. Et enfin, je terminerai. J'ai eu la chance, là, docteur Sarrazin, là, qui est cardiologue chez nous, qui a travaillé sur les lignes directrices canadiennes en FA, qui m'a permis de partager les recommandations là, des canadiennes. Puis, on voit en fait là, que nos travaux se collent bien aux recommandations canadiennes. On stratifie peut-être un petit peu plus avec la fonction rénale, mais somme toute, le contenu demeure le même. Alors, je vous remercie de votre attention. Je suis disponible pour les questions. Puis, je vous laisse aussi l'adresse courriel pour tous les outils qu'on utilise, qui sont les mêmes, là, qu'on se situe dans peu importe lequel des établissements, se retrouvent sur le site Internet du CIUS de la capitale nationale. Merci infiniment, Mme Taillon. En premier, il y a eu des commentaires là, qui sont sortis là, comme quoi c'était des excellents outils, là, puis que plusieurs médecins les utilisaient, puis que ça rendait leur travail beaucoup plus facile, puis du moins sécurisant. Là. Donc, je tiens à vous faire part de ces commentaires. Bien, merci beaucoup. Je vais transmettre les bons mots à l'équipe parce qu'on est une grosse équipe qu'on a travaillé très, très fort là-dessus. Puis évidemment, en lien avec ça, dans la région de la capitale au Québec, là, ça a été utilisé, mais les gens se questionnent beaucoup. Là, je vois que vous avez affiché une adresse Internet. Là. Les gens se demandent est-ce que ça va être disponible, ces feuilles-là, ces documents-là, aux autres établissements dans la province? Puis moi, je pourrais aller plus loin. Est-ce qu'ailleurs au Canada, on pourrait aussi avoir accès? Est-ce que c'est uniquement par ce site-là ou il y a d'autres choses qu'il faudrait faire?
En fait, je vous dirais que le nœud de la guerre dans tout ça, là, c'est vraiment l'évaluation du risque hémorragique là, inhérent à chaque procédure. Donc, déjà, c'est un tour de force là, de trouver en fait, de faire une annexe de façon uniforme qui répondait là, à l'ensemble là, des expériences des différents professionnels. Notre objectif, oui, ça serait d'être capable de finaliser le déploiement parce que ce n'est pas une mince affaire. Là. Encore là, le COVID a retardé un petit peu le déploiement. Là, on a fait un gros travail dans le secteur de la gastro-entérologie sur le territoire de la capitale nationale. Mais une fois que ça va être tout rodé, notre objectif, effectivement, c'est de le diffuser plus au niveau provincial et même d'en faire une ordonnance provinciale là, que tout le monde pourrait utiliser. D'ici là, nos documents sont accessibles pour tout le monde. Donc, s'il y en a qui veulent les utiliser, les ajuster à leur pratique aussi, ben, tout le monde, vous êtes les bienvenus pour utiliser nos outils. Le site Internet, je m'occupe personnellement à ce qu'à chaque fois qu'on fait des révisions de nos outils, qu'ils soient déposés au fur et à mesure. Donc, le site Internet est quand même à jour là, par rapport à nos travaux. Parfait. Ben, merci infiniment ce commentaire. Si on regarde les différents interventions qui peuvent être faites, là, Oui. il y a une question qui est posée. Exemple, si on a une opération qui est au jour 0, c'est une question très précise. Là, le jour 3, les gens se demandent si qu'est-ce qui se passe au jour 3? Est-ce il y avait comme un peu de confusion, je pense, dans le déroulement là, du timeline. Est-ce que j'essaie de bien comprendre là, Ça, c'est ça doit être le sur une verso des de feuilles? l'ordonnance. C'était-tu le cas c'était le premier cas ou le deuxième cas, savez-vous? Ou je peux peut-être essayer de vous reprendre, de reprendre à partir de du verso de l'ordonnance? Donc, la question était si on a une opération le jour 0, le jour 3 ne serait pas plus le numéro 12. Donc, je ne sais pas, j'ai de la misère à comprendre. Le jour -3 peut-être. Ah oui, c'est ça, exactement, le jour -3. OK. Donc, la procédure était la procédure était le 16, si je ne m'abuse. Attendez un petit peu, là, je vais juste avoir la même, excusez-moi, là, la procédure est le 16 décembre. Donc, -1, c'est le 15, -2, c'est le 14 et -3, c'est le 13. J'ai peut-être fait une erreur, je m'en excuse si tel est le cas. Non, le 13 décembre. Le dernier jour de traitement, c'est au jour -3. Donc, c'est le 13 décembre. OK, donc d'accord. C'était juste une Mais c'est précision. Là. sûr que là, on a un patient qui est à très haut risque thromboembolique. C'est sûr que si on avait un patient qui est à moins haut risque thromboembolique, puis que bon, sa clairance à la créatinine, on les limite, puis qu'il y a plus de facteurs de risque de segment, mais c'est sûr que le clinicien pourrait dire, ben moi, je veux l'arrêter une journée de plus. Donc, le dernier jour serait le jour -4. Donc, 3 jours sans AOD. Parfait. Un petit commentaire de Dr. Roussin là, de la SSVQ là, qui nous Oui. mentionne que les recommandations sont assez identiques à Thrombose Canada. Puis, donc, sur le site de thrombosecanada.ca, il y a une application des outils, même des guides qui sont en anglais, qui sont en voie de traduction en ce moment. Ouais. Super. Puis nous, ben, c'est sûr que l'outil de désanti que je vous présente ici, l'ordonnance individuelle standardisée, c'est sûr qu'elle est disponible sur le site Internet, mais le contenu des annexes et de notre algorithme décisionnel va se retrouver aussi dans la version 3.0 du guide AOD. Une autre question qui nous est parvenue, est-ce que les travaux sur la trajectoire sont reflétés dans l'application du guide AOD? Je m'imagine que oui, là, mais c'est à vous de répondre. Oui. Ouais. Oui, en fait, tout le guide AOD reflète la pratique là, des professionnels de la grande région de Québec. Donc, pour ce qui est de l'arrêt des AOD, effectivement, ça va se coller aux recommandations. Puis là, je sors de la présentation, mais quand on va aborder aussi la triple thérapie, ça va refléter la pratique là, des cardiologues hémodynamiciens de la région. D'accord. Donc, Docteur Labonté de Québec, là,
tiens à mentionner, là, je pense qu'ils sont bien fiers de vous, là, que c'est vous qui êtes la gestionnaire du guide, là, puis toute l'équipe qui participe, en tout cas. Donc, je pense que vous avez fait un excellent travail là, pour Ben, créer ça. merci, mais c'est un gros travail d'équipe. Puis la révision, là, j'ai des collaborateurs là, en or, dont Dr. Gilbert. Merci. Euh, Juste un petit point, là, je pense que ça a attiré beaucoup l'intérêt de plusieurs là, qui sont en ligne. Là. Pouvez-vous juste réafficher le site Oui, Internet, là, parce que les gens, je oui. pense, voulaient le garder. Là. En fait, si vous tapez sur Internet, sur Google, Comité régional ACO, vous allez avoir tous nos travaux directement sur le site Internet. Écoutez, les questions se répètent beaucoup. Là. Il y a eu plusieurs questions. Les gens, je pense, qui voulaient avoir plus d'informations sur euh, l'accès à vos outils, avoir accès à comment on va pouvoir utiliser ça. Là. Toutes les présentations, là, je tiens à remarquer, à faire la remarque là, à l'auditoire, là, qui seront sur le site de la SSVQ là, dès demain. Là. Donc, vous allez pouvoir rediffuser si vous désirez le contenu des 3 présentateurs. Et il y a mon adresse courriel aussi. Si jamais les gens ont des questions, ils peuvent me les adresser personnellement. Là, ça va me faire plaisir d'y répondre.